Pour lui, un chercheur est forcément un polémiste en puissance. Ça tombe bien, Hervé Lebras est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes démographe, historien. Votre dernier livre a pour titre « Se sentir mal dans une France qui va bien », édition de l'Aube. Mars 2018, Hervé Lebras, 94% des Français s'estiment heureux de vivre dans leur pays. 8 mois plus tard seulement, éclate le mouvement des Gilets jaunes, des femmes, des hommes qui clament dans des ronds-points leur dénuement, leur souffrance. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Les Français sont heureux, je pense, surtout dans leur vie privée. Mais ils sont extrêmement critiques dans la vie publique. Et dans mon livre, je montre que dans ce qu'on appelle des eurobaromètres, qui sont des enquêtes qui sont passées avec les mêmes questions dans les 28 pays de l'Union européenne, les Français sont presque toujours parmi les plus pessimistes, même dans des cas où, par exemple, les prestations sociales, les Français sont ceux qui expriment le plus de méfiance et même le plus de doute quant à la qualité des prestations sociales, alors qu'on est le pays où ces prestations sociales représentent la plus forte part du PIB de tous les 28 pays européens. Et on retrouve cet écart très souvent. En revanche, dès qu'on aborde des questions qui sont alors du domaine privé, du domaine familial, les Français sont satisfaits. Il y a une sorte de schizophrénie française. C'est quoi le malaise? C'est la peur du déclassement, c'est-à-dire de perdre au fond ces prestations sociales ou en tout cas ces accès aux services publics, par exemple? Non, c'est pas une peur, c'est plutôt, quand on cherche à comprendre ce décalage, c'est plutôt non pas la peur du déclassement, mais le sentiment qu'on ne peut pas progresser dans la société. C'est ce qu'on a appelé parfois le blocage de l'ascension sociale. C'est le sentiment qu'on a travaillé, le sentiment qu'on a des diplômes et qu'on n'a pas une situation qui correspond à ces diplômes ou à ce travail. Et là, ce sentiment est assez réel. Il y a vraiment un blocage de l'ascenseur social en France. Hervé Lebras, avant d'écouter un chef de file des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, juste un avis, je m'adresse peut-être pas forcément aux démographes, mais aux citoyens. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une répression du mouvement des Gilets jaunes ? Oui, il y a eu une répression, mais c'est aussi parce que c'était un mouvement violent. Et je suis vraiment très hostile à tout ce qui est violence en politique. Un très grand auteur sociologue, Norbert Elias, a expliqué que le progrès de la civilisation, c'était la maîtrise de la violence. Donc pour moi, tout usage de la violence est une régression dans la civilisation. Donc la violence des Gilets jaunes a aussi entraîné une violence de la répression. A-t-elle été exagérée ? Oui, par certains côtés, mais c'est très compliqué, une fois que la violence est déclenchée, de la mesurer. Je vous propose d'écouter justement l'un des chefs de file du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a été grièvement blessé à l'œil alors qu'il manifestait pacifiquement. On l'écoute. Aujourd'hui, le président écrit en lettres de sang l'histoire de France. Il est regrettable qu'il ne puisse pas faire confiance au peuple et donner au peuple pour que le citoyen français fasse de cet homme un homme d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire va à son encontre. C'est l'homme de la mutilation et c'est regrettable. Il est au service du citoyen et non pas au service de ses amis et surtout pas au service des plus riches. Il faut aujourd'hui s'occuper des Français. Beaucoup de Français travaillent et ne peuvent pas finir la fin du mois. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour ça qu'on se fasse crever des yeux ou se faire arracher des mains. Il faut s'asseoir autour d'une table, pouvoir débattre. Le Français était râleur pendant pas mal d'années. Il y a un an en arrière, il est devenu contestataire. Le contestataire propose, amène des idées et discute. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et il est regrettable qu'on ne soit pas écouté. Voilà pour ce témoignage de Jérôme Rodriguez. Dans quelques jours, dans 5 jours précisément, le 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes fêtera ses 1 an. On a beaucoup entendu dire que ce mouvement, au fond, il était l'illustration, l'incarnation de l'opposition entre les villes et les campagnes. Vous dites que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Oui, parce que si on prend la racine du mouvement, qui est la manifestation du 17 novembre de l'année dernière, donc celle dont on va fêter l'anniversaire, on voit que c'était certaines régions qui ont manifesté, notamment... Et on les voit, ces régions. D'ailleurs, ça, c'est une carte que vous avez vous-même réalisée, une carte quoi, sociologique, pourrait-on dire? C'est pas une carte sociologique, c'est une carte, si on peut dire, assez réelle, puisque c'est dans chaque département la proportion de la population qui avait manifesté ce 17 novembre. On l'a plus c'est foncé, plus on a manifesté. Exactement, et on voit qu'il y a une sorte de ligne qui part des Ardennes en haut, et puis qui descend jusqu'au centre bas, vers le Cantal.
et où on a beaucoup plus manifesté en proportion, pas en nombre, mais en proportion. Et c'est une zone qui est une zone désertifiée, c'est-à-dire une zone où les densités sont faibles et en plus de ça, où la population continue de diminuer. Donc c'est des zones où les services publics disparaissent. On a de très bonnes cartes de l'INSEE qui montrent que c'est les zones où les services publics sont les plus loin, les hôpitaux notamment, les pharmacies, enfin tout ce qui est même d'ailleurs au-delà des services publics, les services aussi privés. Donc c'était très intéressant parce que ça montrait que la racine du mouvement, elle était liée à l'éloignement des services et donc au coût de la voiture et au coût de la mobilité. Et cette question-là n'est pas du tout la même en dehors de la diagonale du vide. Si vous prenez par exemple la Vendée, vous n'avez pas du tout le même problème. La Vendée est assez bien maillée, c'est-à-dire on en trouve au fond des services assez proches et pourtant on est en pleine campagne. Donc il faut y regarder de près. La France est très diverse et simplifiée en disant métropole contre périphérie, on rate quelque chose. Il y a des métropoles d'ailleurs qui se portent mal, d'autres qui se portent très bien. De la même manière, il y a des périphéries qui se portent mal, d'autres bien. Ce qui était important, juste pour finir sur cette carte, c'était de montrer qu'elle n'était pas politique, au sens des partis politiques. Ouais. Ça, c'était très important. Ça ne ressemblait absolument pas à la carte du Rassemblement national, à la répartition, pas du tout à celle non plus de la France insoumise, pas à celle de la droite, pas à celle de la gauche. C'est quelque chose qui surgissait hors parti. Et c'était intéressant, ça montrait que les partis n'avaient pas eu prise, n'avaient pas pensé à cette question de mobilité qui est très importante pour les Français. Juste un chiffre, pour quelqu'un qui est dans la diagonale du vide, en moyenne, la mobilité, donc l'entretien de la voiture, l'essence, représente 25% du revenu disponible. C'est énorme. Et si on touche à ça, un quart, si on touche à ça, on touche à son mode de vie. Ça explique notamment cette question du pouvoir d'achat. Hervé Lebras, autre grand dossier, si ce n'est celui des Gilets jaunes sur lequel on veut vous entendre ce soir, c'est celui de l'immigration. Vous travaillez beaucoup sur ces questions-là et sur tout ce qui y a trait. Vous avez d'ailleurs rédigé une note pour la Fondation Jean Jaurès, s'agissant de la réforme voulue par le président français Emmanuel Macron. Et dans cette note, vous allez contre l'idée d'une submersion migratoire. Pourquoi ? Alors, cette idée de submersion migratoire, d'abord, en termes de chiffres, si on fait abstraction de la nationalité des personnes, elle n'existe pas, puisque le solde migratoire de la France, depuis maintenant plusieurs années, c'est 60 000 personnes par an, c'est moins d'1 millième des Français. Donc, en termes de nombre, il n'y a absolument pas de submersion. En termes, ce que les personnes qui parlent de submersion disent, ben voilà, c'est parce qu'il y a des étrangers qui rentrent et des Français qui sortent. Et ça, c'est exact. Il y a en solde, c'est-à-dire en entrée moins sortie, vous avez, l'année dernière, à peu près 190 000 étrangers qui ont reçu une carte de séjour. Et inversement, un peu plus de 100 000 Français, à peu près 130 000 Français en solde qui sont partis. Autrement dit, 230 000 Français sont partis, 100 000 sont revenus. Donc la différence, on arrive aux 60 000. Mais du coup, l'idée est que les étrangers remplacent les Français, puisqu'un certain nombre d'étrangers arrivent et un certain nombre de Français partent. Ça serait vrai si les deux populations étaient séparées. Mais une fois que les étrangers arrivent en France sous forme d'immigrés, très souvent, ils se lient à la population française. Les unions mixtes sont très nombreuses et de proche en proche, ils deviennent complètement français. On a des chiffres qui sont tout à fait éloquents à ce sujet. Donc, il y a bien une sorte de remplacement, mais ce remplacement, ce n'est pas du tout des Français par des étrangers, c'est des Français ayant une ascendance française très nombreuse sur plusieurs générations, par des Français ayant des ascendances mixtes. Il y a un très bon chiffre de l'INSEE sur les naissances, qui va peut-être mieux illustrer ce que je dis. Sur les naissances de ces dernières années, vous avez 10% des naissances dont les deux parents sont immigrés. Vous avez 60% des naissances dont les deux parents et les 4 grands-parents ne sont pas immigrés. Entre les deux, il y a 30% des naissances qui ont au moins un parent ou un grand-parent immigré et au moins un parent ou un grand-parent non immigré. Donc c'est une société métissée. Donc quel contre-argument donnez-vous à celles et ceux qui sont les tenants, notamment l'extrême droite française, mais pas seulement, qui parlent d'un grand remplacement ? Le grand remplacement, s'ils admettent que c'est un grand remplacement par une population métissée, je tomberai d'accord avec eux. Mais ce n'est pas du tout ça. Pour eux, il y a l'idée qu'il y a deux populations séparées et que l'une va tout à fait homogène remplacer l'autre. Il tient en compte les naissances aussi. Il faut savoir que
notamment les idéologies racistes, ont très souvent décrites à juste titre comme celle de supériorité prétendue d'une race sur l'autre. Mais le centre même, le cœur de l'idéologie raciste, c'est la pureté de la race, c'est-à-dire ne pas se métisser. Les grands auteurs racistes, dès qu'on commence au milieu du 19e siècle à aborder ces questions sous forme prétendument scientifique, avec Gobineau, puis plus tard... Donc c'est la différence entre racisme et xénophobie? Ah, il y a une très très forte différence, bien sûr. La xénophobie, c'est le refus de l'étranger, c'est quel qu'il soit, quelle que soit son origine. Le racisme, c'est l'enfermement. Au fond, la xénophobie est vis-à-vis de l'étranger. Le racisme, c'est vis-à-vis de sa propre communauté. On veut que sa communauté reste absolument fermée aux influences étrangères. Alors, sur les questions migratoires, vous expliquez aussi que, contrairement à une idée reçue, non, tous les Africains ne veulent pas venir en Europe. Par exemple, les Nigérians anglophones ont tendance aussi à aller en Afrique du Sud, pays anglophone. Que pensez-vous de cette idée de quota, de faire venir des immigrants en fonction des besoins de l'économie française? Oui, là je pense que ça... Je suis obligé de dire que c'est un peu n'importe quoi, parce que les quotas d'habitude, c'est destiné à limiter le nombre d'arrivées de certaines catégories de population. Là, c'est présenté comme l'inverse, c'est présenté comme l'ouverture de postes. Alors, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a d'abord un besoin? Oui, il y a un besoin. Ceci dit, il y a deux catégories. Vous avez des besoins de populations très peu qualifiées, par exemple dans la restauration, dans le tourisme, et puis de l'autre côté, au fond, de métiers très qualifiés, l'informatique, par exemple. Le traitement des deux est tout à fait différent. Dans les métiers peu qualifiés, une bonne chose, ça serait de régulariser les personnes qui sont là depuis assez longtemps, qui sont sans papier ou qui sont dans des statuts précaires. Et puis ensuite, on peut imaginer qu'on fasse appel à, cette fois-ci, un vrai quota, c'est-à-dire un certain nombre de personnes chaque année. Puis pour les professions qui sont du haut de gamme, disons, les informaticiens par exemple, là, il faut leur offrir, les quotas font rien, il faut leur offrir des conditions de vie, des conditions de salaire qui soient intéressantes, sinon ils viendront ailleurs. Merci beaucoup Hervé Lebras d'être venu sur TV5 Monde. Merci à vous.